professeur Harif qui va nous honorer pour nous parler des données de l'hémogramme avec les différents paramètres et l'intérêt de chaque paramètre. Professeur Harif, ex-enseignant de SHU de Casablanca, ex-directeur du SHU de Marrakech, ex-directeur de l'hôpital Cheikh Khalifa de Casablanca, et actuellement, il est honoré par la chefferie du CHU de Tanger. Donc, je donne la parole à Sir Harif. Depuis peut-être une vingtaine d'années, pour ne pas aller plus, pour ne pas nous faire vieillir plus. Et non seulement lui, mais un ensemble d'amis, professeur Feu, ça fait également une belle durée qu'on ne s'est pas vu, mais il n'a pas beaucoup changé. Et j'étais en train d'essayer d'avoir son secret, mais il n'a pas voulu me dire quel est son secret pour ne pas trop prendre de l'âge. Donc encore une fois, merci pour l'invitation. Et Vous aurez tout le temps pour réussir notre exposé. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite de temps, mais quel bonheur. J'aurais mis plus de... J'ai l'habitude de le faire d'ailleurs sous forme d'atelier, ce qui est encore plus sympathique. Je vais essayer de le faire aussi de forme interactive. Je vais parler de l'hémogramme. Alors l'hémogramme, je pense que vous avez tous des hémogrammes. L'hémogramme, je ne connais pas de malade hospitalisé qui n'a pas d'hémogramme. C'est vraiment un outil. Mais la question, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a tout le temps un hémogramme? Pourquoi cet examen en particulier, on l'aime bien? Et je ne connais pas de médecin qui ne demande pas, quand il est un peu perdu, première chose, demande l'hémogramme. Pourquoi? Moi, je suis hémato, donc j'aime bien ça. Parce que je dis que le sang, c'est l'image de la santé, d'une manière générale. Il reflète toutes les problématiques, toutes les maladies, presque toutes. On a toujours quelque chose à apprendre de l'hémogramme. On apprend toujours de l'hémogramme. Même quand il est normal, c'est une bonne information à apprendre. Donc je vais essayer de vous parler, j'avais prévu maximum 3/4 d'heure. Donc j'avais prévu 2 parties. La première partie des rappels généraux, en essayant de ne pas être trop scolaire. Je ne voulais pas revenir au basique, parce que j'ai affaire à des personnes qui ont de l'expérience. Mais rappeler des choses importantes qui me paraissent importantes. Et puis on passera quelques cas cliniques. J'avais prévu une dizaine. Donc peut-être qu'on prendra un peu de temps pour les discuter. Mais ça risque de... En tout cas, on verra à l'usage, mais on essaiera de ne pas être trop monotone. Donc, je reviens à l'hémogramme. Donc, c'est l'examen le plus pratiqué en médecine dans le monde. Et au Maroc, tout le monde pratique l'hémogramme. C'est un examen très simple, qui est rapide. On peut avoir le résultat. Combien de temps demander pour avoir un hémogramme? Vous avez une idée? 15 minutes. 15 minutes, il dit mieux. Moi, avec les appareils récents. Avec les automates, c'est vous donnez le tube et il vous sort le résultat dans moins d'une minute. Donc c'est un examen rapide. On a des biologistes avec nous. Vous avez des biologistes avec donc je peux pas dire, je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises. Donc c'est rapide. C'est un examen des plus rapides. Aujourd'hui, les automates sont devenus très performants. Et ils peuvent des résultats rapides. Bien sûr, il y a, regardez, on va voir qu'est-ce qu'ils donnent, qu'est-ce qu'ils ne donnent pas de bien. Mais quand je vois, excusez-moi, quand je vois des gens attendre le résultat de l'hémogramme 2 ou 3 jours, je me dis, il y a un problème. Peut-être qu'ils ne comprennent pas que c'est un examen presque instantané aujourd'hui. Donc, dans le temps, quand on faisait les hémogrammes, en faisant le compte avec les cellules de Malassez, et en faisant le compte, là, ça prenait du temps. Mais maintenant, c'est vraiment devenu très, très rapide. Et il connaît des progrès continus. Les machines sont de plus en plus performantes. Je reviendrai dessus. Ils ne sont pas encore aussi performantes pour remplacer l'œil humain. Mais elle évolue rapidement. Mais pour comprendre, il faut, pour bien, je
je dirais, tirer profit de cet examen. Il faut bien comprendre la physiologie, la physiopathologie, intégrer tout cela dans le contexte clinique. Alors, il faut d'abord bien prélever, et souvent la partie préanalytique est plus ou moins abandonnée par nos collègues. Hein. Ils considèrent que c'est quelque chose qui est fait par les infirmiers. Ils ne regardent pas trop la partie préanalytique. Et Dieu sait que les biologistes, il y a des biologistes ici, ils souffrent du préanalytique, des examens qui arrivent dans un état lamentable, et on veut qu'ils tirent des conclusions à partir d'examens mal faits, quantité insuffisante, je ne sais pas, coagulés, etc. Donc le préanalytique, on doit s'en inquiéter aussi, on doit avoir un regard et on doit le comprendre, le préanalytique. Donc, je ne reviens pas sur beaucoup de détails, il faut juste quelques remarques. Il faut faire attention quand on prélève. Si je prélève dans un membre où il y a une perfusion, ben je vais diluer, je vais avoir non seulement du sang, mais de soluté. Et donc forcément, ça impacte. Si j'ai un malade qui a un cathéter, il ne faut pas prélever, il faut au moins purger, bien purger, sinon je vais avoir les solutés. Et donc, il faut faire attention à ces choses-là. Il faut bien homogénéiser, parce que si je n'homogénise pas juste après et tranquillement, et pendant, il ne faut pas le faire de manière... parce qu'après, on excite les plaquettes, on fait des choses, on altère les cellules. Donc, il faut le faire modérément, il faut homogénéiser. Sinon, vous avez l'anticoagulant qui ne se mélange pas avec le sang, et ça coagule, et après, ça coagule, une consommation, et vous aurez des résultats qui seront d'être erronés. Alors, il faut aussi savoir que ça souffre. Les cellules, dès qu'ils sortent de l'organisme, ils commencent à souffrir. Ils n'ont pas de nutriments. Si je laisse 24 heures, 48 heures, je ne sais pas, et je refais l'examen, ben, j'aurai des résultats qui ne sont pas justes. Donc c'est pour cela que les deux bonnes pratiques, que quand on garde à température ambiante de ne pas dépasser 6 heures, on peut garder au frigidaire au maximum 24 heures, mais ce n'est pas vraiment souhaitable. Et ça, à la rigueur, la numération, ça peut ne pas poser problème, mais l'analyse des cellules peut poser problème. Quand on regarde le frottis, on va regarder les cellules, un sang qui est vieilli, ben les cellules sont pas en forme. On commence à s'altérer. Donc quand on veut analyser, bien, il faut envoyer le prélèvement rapidement au laboratoire, et au laboratoire, elle doit être réalisée, non pas gardée. Ça comporte quelques risques, choc vagal, hématomes qui sont rares. Il faut faire attention à l'identitovigilance, bien marquer le nom du malade. Parce que des fois, bon, ça arrive dans des grandes structures, il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de flux, et il ne faut pas se tromper de malade, parce qu'après, on donne des conclusions sur des malades, il y a des erreurs. Voilà. Donc, prélèvement capillaire, très fréquemment utilisé en pédiatrie. Je trouve qu'on ne l'utilise pas beaucoup en pratique courante. Et c'est pas bien. Parce que le prélèvement capillaire, tout particulier, il y a des malades qui sont difficiles à prélever, il y a des bébés. C'est vrai que les biologistes n'investissent pas beaucoup. Il faut des techniciens qui font ça, qui voient vers le sang. On n'en fait pas beaucoup. Et pourtant, il y a des bébés, notamment nouveau-nés ou prématurés, on peut, à force de prélever, ben, on crée une anémie. Anémie iatrogène, anémie due au prélèvement. Donc, c'est pas une bonne idée. Alors qu'avec les prélèvements capillaires, on peut éviter cela. Et il faut savoir que les prélèvements capillaires, il y a une concentration, une hémoconcentration, et donc les constantes ne sont pas les mêmes. Donc il faut prendre en considération les constantes qui sont un peu plus, je dirais, sont un peu plus élevées que normal. Voilà. Donc, comment on fait l'hémogramme quand il arrive au laboratoire? Ce qui était classique, enfin la méthode de référence qui n'est plus utilisée, hein, mais ça reste la méthode de référence, c'est le comptage, je dirais au microscope, c'est le malacèse, le dosage, je ne suis même pas sûr que les biologistes d'aujourd'hui savent faire ça. C'est des vieux techniciens qui faisaient le Drapkin et qui dosaient le taux d'hémoglobine à part, et qui lisaient les cellules et après faisaient la numération des plans. Donc, c'est des vieilles techniques qui restent des techniques de référence, et les constantes sont calculées, CCMH, TCMH et VMC. Alors, maintenant, tout est devenu automatique, et tant mieux.
parce qu'on a des mesures beaucoup plus rapides et certaines sont beaucoup plus précises puisqu'on a d'autres, je dirais, on fait un compte sur beaucoup plus de cellules qu'on le faisait manuellement. Donc, et en plus, on a pu générer de nouvelles constantes. L'indice de distribution des globules rouges, qui n'était pas donné avant, je reviendrai dessus. Le volume moyen plaquettaire qu'on n'avait pas avant. Et donc maintenant, avec les nouveaux automates, on a ça de manière systématique. Et on a une approche automatique de la formule. Maintenant, les automates peuvent donner une formule, une approche de la formule. Et souvent, elle est suffisante, mais quand il s'agit de situations compliquées, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, ça dépend des centres, mais on estime qu'autour de 15 à 20% des situations, on a besoin que le biologiste fasse un frottis et regarde lui-même. Mais ça dépend du type de recrutement. Si je suis dans un hôpital et beaucoup d'hémopathie maligne, ça va être la moitié des malades. Si je suis dans un hôpital où il n'y a que des maladies, que de la chirurgie et bilan préopératoire, je n'aurai pas besoin de beaucoup de frottis. Donc ça dépend du recrutement. Donc maintenant, les automates, il faut en fait, la technique n'est pas très compliquée. Il y a la technique de Coulter qui consiste à mesurer l'impédance ou la différence de potentiel entre deux électrodes au passage d'une cellule. Et donc l'amplitude si vous voulez, elle est variable en fonction chaque impulsion égale une cellule. Chaque impulsion égale une cellule. Et l'amplitude de l'impulsion égale le volume de la cellule. Une grosse cellule aura une grande amplitude. Donc c'est pas... le nombre, excusez-moi, pas. Mais par contre, ici, par exemple, si j'ai une macrocytose, j'ai un déplacement de la courbe à droite. Là, je suis à 110 hectolitres. Si j'ai une microcytose, j'ai plutôt un déplacement à gauche. Et c'est là où intervient l'indice de distribution. Donc, comme j'ai une moyenne, donc je peux savoir la distribution des cellules. Et donc, l'indice de distribution, là, par exemple, il est plus élevé. Alors là, il est normal de 14. Et je peux même savoir, des fois, avec l'hémogramme, que j'ai une double population. Et ça reconnaît deux populations. Un exemple type, c'est un malade qui a une anémie hypochrome et que je transfuse. Donc, j'aurai dans son sang deux types de cellules. Des cellules qui ont un volume normal et des cellules hypochromiques petites. Ou, autre situation, j'ai un malade qui a une anémie sidéropénique, je lui ai donné le fer. Au départ, j'aurai, comme les globules rouges, ils ont une durée de vie 120 jours, donc ils vont rester. Les vieilles cellules hypochromes vont rester et les nouvelles cellules normochromes vont être en circulation. Donc j'aurai une double population. Donc j'aurai cet indice qui va augmenter transitoirement. Puis par la suite, il va revenir, puisqu'il va augmenter parce qu'au départ, j'ai deux populations. La même situation, si j'ai une anémie macrocytaire et que je donne de la vitamine B12 ou de l'acide folique en fonction de l'étiologie, j'aurai deux populations circulantes dans le sang, et une normocytaire et une macrocytaire. Voilà, donc juste ça. Maintenant, les nouveaux automates sont un peu plus sophistiqués que ça. Non seulement ils mesurent l'impédance, mais ils peuvent analyser les globules blancs, et on peut avoir une idée sur les granulations, sur le volume, sur les granulations, et on peut avoir ici ce qu'on appelle le scattergramme avec les différents types de cellules en fonction de l'absorbance. Donc c'est la cytométrie en flux. C'est une technique qui met en sorte que les cellules passent une à une devant un rayon, en général un rayon laser. Et en fonction de la diffraction, je peux savoir, en fonction de l'absorbance et de la diffraction, je peux comprendre ce qu'il y a dans la cellule. Je les répartis de cette manière. Voilà, je passe aux techniques, mais je pense que c'est intéressant de connaître ces techniques, parce qu'après on comprend. Ce sont des tentatives d'automatisation de la formule. C'est des essais, on essaie d'analyser les cellules, sachant qu'on peut aussi les analyser visuellement. Donc ce qui fait que vous avez des hémogrammes compliqués aujourd'hui, avec beaucoup de paramètres et beaucoup de termes. La RDW, c'est la distribution, et vous avez des scattergrammes. Donc vous avez ici la répartition des cellules, qui sont malheureusement pas toujours envoyées au clinicien. En général, le biologiste, il garde ça pour lui,
et il envoie un compte rendu clean. Il y a moins de perturbations et c'est écrit en français. Alors, ça comporte quand même quelques limites. On peut avoir une fausse thrombopénie du fait d'agrégat. Les plaquettes peuvent s'agréger et donc l'automate ne comprend pas. Pour lui, c'est un groupe de cellules, il les compte comme une cellule. Donc, il ne sait pas reconnaître un groupe de plaquettes ou une cellule. On a aussi parfois un phénomène de satellisme plaquettaire, c'est des plaquettes qui vont se coller aux globules blancs, mais ça, c'est que l'œil humain qui les reconnaît. On a parfois une fausse thrombocytose qui est liée à une microcytose. Parce qu'on mesure par volume. Et donc, quand les globules sont trop petites, très fortes, des fois, il y a une erreur et l'automate est considéré comme des plaquettes, en disant inférieures à 20 femtolitres. Donc, il peut y avoir aussi des problèmes au niveau de la ligne blanche, des problèmes au niveau de la ligne rouge. Donc, il faut les connaître pour pouvoir comprendre certaines altérations de l'hémogramme. Alors, au jour d'aujourd'hui, il y a une nouvelle je dirais tendance, c'est ce qu'on appelle le Digital Morphology Analyzers. C'est des automates, c'est de l'intelligence artificielle qui rentre. Et je pense que pour l'instant, ce n'est pas encore vraiment au quotidien, mais c'est simple, ce sont des automates qui font les frottis eux-mêmes et qui regardent eux-mêmes les cellules. Il n'y a pas de diffraction ni rien. Ils regardent les cellules après coloration et ils les comparent par rapport aux cellules normales. Donc ça, c'est la nouvelle tendance. Mais bon, là, il y a une revue générale qui a été faite par l'Institut international de normalisation en hématologie qui dit, malgré tout, on a toujours besoin d'un skilled morphologist, on a toujours besoin d'un biologiste bien entraîné. L'œil humain, pour l'instant, reste important et essentiel pour identifier les cellules et bien caractériser en cas de problème. Alors, réaliser le frottis, c'est quelque chose d'important. Chaque fois, normalement, chaque fois qu'on a une anomalie quantitative, j'ai une thrombopénie, j'ai une leucopénie, même j'ai une anémie, je devrais regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de... Ou alors une indication clinique, même si l'hémogramme peut être normal, mais je sais dans une pathologie où il y a une altération potentielle, je peux également demander un frottis, ou quand il y a... Les automates donnent des alarmes. Maintenant, les automates, ils disent, voilà, moi, je ne reconnais pas ça, veuillez faire l'alarme et le frottis, regardez vous-même. Ils connaissent un peu, des fois, ils connaissent leurs limites, et donc ils envoient des alarmes aux biologistes. Alors, le frottis, je ne rentre pas trop dans le détail, généralement, c'est fait par le biologiste. Et comme je disais tout à l'heure, il est important de le faire à temps. Il ne faut pas faire un frottis sur un sang vieilli, un sang qui reste jusqu'à 24 heures et faire le frottis. Il y a de bonnes chances que les cellules soient altérées. On va porter des conclusions qui seront erronées. Il faut savoir bien faire le frottis. Quand on fait des frottis comme ça, on a des cellules qui sont entassées les unes au-dessus des autres et on n'arrive pas à bien les analyser. Un frottis comme ça est mauvais. Un bon frottis, il est en flamèche, il est bien fait. Et les biologistes en général sont bien formés. Des fois, on préfère même du sang natif. On pique le malade et on prend le sang et on sait ce qui est probablement de mieux si on veut bien analyser les cellules. Parce que là, c'est du sang qui n'a pas souffert, je dirais en extracorporel. Un sang capillaire. Un sang capillaire, voilà. On pique avec un vaccin hostile et on fait le... Et il nous arrive très fréquemment de le faire quand on veut vraiment encore plus caractériser les cellules. Alors, maintenant, le sang normal. On revient un peu aux choses qui vous parlent, un peu plus que ces données de biologie et de laboratoire. Alors, globalement, en fait, le sang n'est pas le même. Le sang avec lequel on est n'est pas celui avec lequel on vit en extra-hétéro. Dans l'utérus, le sang est différent, les globules rouges sont différentes, l'hémoglobine est différente, donc ce n'est pas vraiment... l'hémoglobine, c'est essentiellement l'hémoglobine fœtale. Et vous savez pourquoi l'hémoglobine fœtale? Parce que l'hémoglobine fœtale, elle pique, entre parenthèses, l'oxygène à l'hémoglobine A et l'hémoglobine adulte. Elle est plus affine pour l'oxygène. Et ça, c'est absolument vital, parce que si le bébé, si le fœtus ou l'embryon, n'arrive pas à
désaturé l'hémoglobine de sa maman, il ne peut pas respirer, il ne peut pas avoir l'oxygène. Donc il a besoin d'une hémoglobine qui est plus, qui a une affinité supérieure à celle de... Donc le bébé, il est en situation de, je dirais, de détresse, il manque d'oxygène, donc il a développé, pour pouvoir avoir l'oxygène, il a des cellules plus grosses, il a plus de sang. Quand on voit le masse sanguine par rapport au poids corporel, il y a plus de sang chez le bébé que chez l'adulte. Donc la masse de sang est plus importante et les cellules sont plus grandes et elles sont plus affines par rapport à l'oxygène. Tout cela devient même dangereux en postnatal. Ce qui est absolument nécessaire à la vie prénatale devient dangereux en postnatal. Parce qu'immédiatement en postnatal, tout cela devient un problème. Parce que la viscosité est plus importante, ça devient pro-thrombotique. Ça devient un risque de thrombose. C'est pour ça que chez le bébé, il y a plus de risque de thrombose que chez le nouveau-né, en tout cas. Et donc, il faut essayer de comprendre que le sang subit une maturation. Le sang dans sa globalité, aussi bien les rouges que les blancs. Et donc, il y a une maturation qui continue en postnatal jusqu'à, ça dépend, mais en général, il faut un minimum de 6 mois à 1 an pour qu'on retrouve l'hémoglobine fœtale. Elle est là jusqu'à l'âge de 6 mois et jusqu'à 1 an. Et donc, tous les indicateurs, c'est des indicateurs de mouvement. Vous voyez, donc, au départ, on a un taux d'hémoglobine très élevé et qui régresse progressivement, l'hématocrite également, le nombre de globules rouges, le volume des globules rouges, la teneur en hémoglobine également change. Il n'y a que la CCMH qui ne bouge pas. Alors pourquoi la CCMH ne bouge pas? Parce que ce n'est pas possible qu'elle bouge. Parce que la CCMH, c'est la concentration. Et la concentration, elle est par défaut maximale. Donc on voyait, une hyperchromie n'existe pas. On parle d'hypochromie. On parle de normochrome. Mais on ne parle pas d'hyperchrome. Parce que ce n'est pas possible. L'hyperchromie est impossible. Parce que le SAC, entre parenthèses, la concentration d'hémoglobine physiologique, elle est, dès le départ, elle est maximale. Donc il n'y a pas... Donc c'est pour cela que quand vous voyez tous les indicateurs, vous avez celui-là qui ne bouge pas. Il est 35, 36, 30. Donc il est stable. Les blancs, la même chose. Il y a une maturation, il y a un changement. Au départ, ils sont plus élevés. En fait, on pense que cette élévation est liée beaucoup plus en période néonatale au stress de la naissance. La naissance, c'était vraiment un moment très, très compliqué et très stressant. Et donc, on pense que c'est plus le stress de la période néonatale. Et donc, au départ, c'est beaucoup plus les polynucléaires. C'est augmenté, c'est surtout les polynucléaires. Les lymphocytes ne sont pas très élevés. Et les lymphocytes vont monter par la suite. Entre, je dirais, la fin de la première semaine jusqu'à la première année, et même au-delà, il y a une forme d'inversion de la formule. Et ça aussi, on peut le comprendre, parce qu'on a besoin des lymphocytes pour développer l'immunité. On a plus affaire à des agressions immunitaires postnatales qu'en prénatal. Voilà, donc c'est important de connaître tous ces chiffres. Je ne veux pas rentrer dans le détail, c'est pour ça que l'interprétation du démogramme prend en considération c'est l'âge. L'âge, ça se compte des fois en jours. Et donc, voilà. Et il faut aussi prendre en compte une histoire auquel on ne fait pas trop d'attention, c'est le temps de clampage. Le temps de clampage, il y a des personnes qui disent qu'il y a 50 à 60% du sang, parce que le sang qui circule dans le placenta, c'est un sang du fœtus, de l'embryon, du fœtus. C'est son sang. Il y a un mélange, c'est vrai, des deux. Il y a du sang maternel, parce qu'il y a les deux sont là. Mais le sang, l'essentiel du sang, c'est le sien. Or, si on clampe tôt le cordon, on prive l'enfant d'une partie de son sang. Et d'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé, elle recommande le clampage tardif. Et on sait que quand on clampe trop tôt, ben, on a plus d'anémie plus tard. On a moins de réserves en fer, on a moins de rouge, on a moins de... Donc il faut juste prendre ça en compte et le comprendre. Généralement, on ne pose même pas cette question. Est-ce que le clampage, comment il a été? Alors, habituellement, là, c'est juste un petit zoom au propos de cette période dans laquelle on parle d'anémie physiologique. C'est une erreur de parler d'anémie physiologique.
Ce qui est physiologique n'est pas une maladie. C'est pour ça que je l'ai mis en train. Mais on dirait que c'est une anémie. En fait, ce n'est pas une anémie. C'est juste une évolution normale. Parce qu'au départ, dans cette phase où il y a beaucoup de globules rouges, l'organisme ne stimule pas physiologiquement l'hématopoïèse. Donc si vous dosez l'érythropoïétine ici, vous allez trouver nul. Vous allez trouver très basse ou nulle. Parce que c'est normal, parce qu'il y a beaucoup de rouge. Donc on attend qu'il y ait un vrai besoin. Et c'est à ce moment-là que l'érythropoïétine va commencer à fonctionner et il va stimuler, l'érythropoïèse. Alors la période néonatale se caractérise également par certaines particularités, notamment la présence d'érythroblastes. C'est pas une maladie d'avoir des érythroblastes circulants en période néonatale. Les érythroblastes sont les précurseurs des globules rouges. Ce que les anglo-saxons appellent NRBC, c'est les globules rouges nucléés. Si on veut traduire nucleated red blood cells, c'est des globules rouges nucléés. Bon. Donc c'est le terme. D'ailleurs, même les automates, vous trouverez NRBC. Parce que les automates, ils parlent beaucoup en anglais. Ils utilisent le jargon. Donc, c'est accepté d'avoir jusqu'à... Alors, les globules rouges, quand ils sont nucléés, sont toujours comptés par rapport aux cellules nucléées. Les cellules nucléées, c'est les globules blancs. Donc, même si ce sont des rouges, on les compte en pourcentage des blancs. Donc, c'est pour ça qu'on dit 5 à 10% leucocytes. D'accord, sont acceptés durant la période néonatale. Mais au-delà, il y a une baisse dans les 12 à 24 heures, et puis par la suite, ils disparaissent. Alors, s'ils restent, bien sûr, si leur nombre est très important, s'ils ne baissent pas dans les délais qu'il faut à ce moment-là interpréter comme étant un stress sur la ligne rouge, quelque chose, une infection, une hémorragie, une hémolyse. Voilà. Alors, même chose pour les réticulocytes, ils sont généralement élevés. Quand vous voyez beaucoup d'érythroblastes, vous verrez forcément aussi plus de réticulocytes parce qu'il évolue vers la réticulocytose. Et la même chose, ils ne doivent pas rester très élevés au-delà d'une semaine. Alors, quand vous avez un enfant prématuré, plus l'enfant est prématuré, plus le taux de réticulocytes est élevé. Donc, il est un peu trop précoce. Alors, lire l'hémogramme, il faut le lire avec méthode. Sinon, on est perdu, si on voit tout d'un seul coup. Donc, lire avec méthode, c'est lire lignée par lignée, très, je dirais, bête et méchant, et aller lire lignée par lignée. Il faut regrouper, quand ça a du sens, regrouper, et avoir une vision globale, en prenant en considération l'anomalie la plus importante, pour essayer d'expliquer l'ensemble des anomalies. Les globules blancs, il faut plutôt interpréter les chiffres absolus et non pas les pourcentages. Et toujours corréler aux données cliniques et se méfier des découvertes fortuites. Il faut se méfier, parfois c'est juste des erreurs de laboratoire. Il ne faut pas aller vers des explorations hyper sophistiquées. Il faut parfois refaire l'hémogramme, peut-être qu'il y a une erreur d'identité, peut-être qu'il y a eu un problème préanalytique. Avant d'aller vers, voilà, j'ai un malade qui se porte bien, je fais une numération, je trouve moins de 10 000 plaquettes, il n'a pas de syndrome hémorragique, ça m'embête. Je ne vais pas aller faire le myélogramme, je vais d'abord refaire la numération en faisant attention, peut-être qu'il y a un problème au niveau préanalytique, peut-être une agrégation liée à l'anticoagulant, donc avant d'aller vers d'autres... Alors on va passer maintenant, on va rappeler un petit peu des éléments, je dirais, rapides, des éléments rapides de l'interprétation. Est-ce qu'il faut faire des réticulocytes dans toutes les anémies? Oui. Non. Alors pourquoi oui? À quoi sert le réticulocyte? Quelle est l'information comme dans le réticulocyte? Est-ce que ça régénère ou ça ne régénère pas? Pourquoi je veux savoir si ça régénère pas? Je veux savoir si la moelle épinière, c'est la moelle osseuse, pas épinière, épinière, elle est tranquille.
si la moelle osseuse est malade ou pas. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que les anémies hypochromes ou microcytaires peuvent être périphériques? Ça veut dire quoi hypochrome et microcytaires? Manita, il y a des problèmes de synthèse de l'hémoglobine. Bon, il y a un problème de synthèse de l'hémoglobine. Il y a hypochrome. Et les cellules sont pâles, mais il n'y a pas assez de globules, pas assez d'hémoglobine. Ou elles sont trop petites, il n'y a pas assez d'hémoglobine. Il s'ajuste un peu d'hémoglobine. Donc elles sont toujours centrales. Les anémies hypochromes ne sont pas périphériques. D'accord? D'autant plus que la numération des réticulocytes, mais ça allège. Il est compliqué la numération des réticulocytes, il n'est parfois pas très juste, parce qu'il y a une coloration bleue de crésil brillant, parce qu'elle est. C'est pas une numération simple. Bon, maintenant il y a des automates qui la font aussi, mais rien que pour comprendre. L'anémie, je veux regarder le réticulocyte, parce que le réticulocyte c'est le miroir périphérique de l'activité médulaire. Beaucoup de réticulocytes, ça veut dire que la moelle vient, elle essaie de compenser. Peu de réticulocytes, ça veut dire que la moelle est fatiguée. Or, moi, dans les anémies hypochromes, je sais que c'est central. Donc, ça ne m'avance pas. Ça ne m'avance pas dans mes réflexions. Donc, non. Microcytaire, oui. Normochrome, macrocytaire, oui. Mais microcytaire, non. Vous êtes d'accord? Vous êtes convaincus? Alors, les anémies, il faut faire attention, parce que quand je fais une numération, qu'est-ce que je fais en fait? Je prends un tout petit peu de sang et je calcule le pourcentage, je calcule le numéro. Dans cette, si j'ai l'hématocrite, j'ai donc la vraie définition de l'anémie, c'est la diminution de la masse globulaire totale de l'organisme. C'est la vraie définition de l'anémie. Or, celle-là, elle est compliquée à mesurer. On peut la mesurer. Le nombre total d'hémoglobine, à la masse d'hémoglobine totale, c'est-à-dire l'anémie, la définition scientifique, si je peux dire. Mais nous, on prend un petit échantillon et on prend les pourcentages et on devine les... Donc, quand j'ai une hémorragie aiguë, j'ai une diminution aussi bien du plasma que du globule rouge, le sang total est parti. Si je fais une numération très très vite, en péropératoire par exemple, j'ai un saignement aigu, la numération sera normale. Et pourtant le malade il est en état de choc hémorragique. Donc ça ne veut pas. D'ailleurs c'est classique dans les GU et grosse extraction, c'est très fréquent quand la femme arrive. En fait, elle est pâle, elle est exsangue, et la numération est normale. On ne comprend pas. La numération est normale, quand on regarde et on trouve en fait elle est en train de saigner. Donc c'est parce que le saignement est trop rapide pour donner au corps le temps de s'adapter et de réparer, entre parenthèses, la volémie grâce juste à un appel de plasma extravasculaire. Donc, quand vous avez une hémorragie aiguë, vous avez un hémogramme normal. Et juste après, bon, j'ai peut-être 48 heures, c'est un peu, mais même moins, vous avez une adaptation et vous avez une augmentation du plasma, et à ce moment-là, l'anémie apparaît. Alors qu'elle était présente au départ, c'est juste le plasma qui a augmenté. Et inversement, je peux avoir aussi une hémodilution, il y a des situations qui ne sont pas très fréquentes, mais je peux avoir une hémodilution et je donne l'impression d'une fausse anémie alors que ce n'est pas une. J'ai un malade, bon, ça se voit dans les syndromes de sécrétion inappropriée d'ADH, qui sont très rares, mais ça se voit avec certains médicaments. On a une hypervolémie plasmatique, enfin liquide. Non. Et donc, vous avez une fausse anémie. Ça me donne l'impression que ce n'est pas une anémie. C'est pour ça qu'il faut être conscient qu'il y a un contexte clinique qu'il faut prendre en compte. Alors, les anémies sont très fréquentes en consultation. Je pense que c'est un des motifs majeurs, c'est un problème de santé publique. Ils peuvent être aigus ou chroniques, ils peuvent être d'origine bénigne ou maligne, ils peuvent être héréditaires ou acquises.
il faut bien analyser l'hémogramme et ne faire l'exploration que de manière raisonnée en fonction de les données cliniques, l'interrogatoire, les données cliniques et les résultats de l'hémogramme. J'ai pris quelques statistiques de l'OMS, vous voyez, dans le monde. Je suis désolé, on ne voit pas très bien, mais vous me croirez, ici c'est 48%. Donc 48%, c'était en 2000. Donc en l'an 2000, il y avait la moitié, pratiquement la moitié de la population du monde, pédiatrique, moins de 5 ans, la moitié anémie. Un enfant sur deux. C'est énorme. Ça, c'est le donné de l'OMS, 2021. Donc, mais elle donne les statistiques entre 2000, ils ont baissé. Mais quand je dis qu'ils ont baissé, ils ont atteint 40%. Donc, c'est pas. Donc, l'anémie reste très, très fréquente en pédiatrie, en particulier dans les pays en voie de développement, beaucoup plus qu'ailleurs. Alors, au Maroc, c'est un peu moins. Nous sommes autour de 30%. Au Maroc, on est moins. Mais on a l'impression l'impression que ça augmente encore ces dernières années par rapport aux enfants. Je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui va se confirmer dans le futur? Alors les anémies, il faut les classer. On a commencé déjà à discuter hypochrome, microcytaire. Hypochrome, microcytaire, c'est la même chose. Qu'il soit hypochrome, ou qu'il soit microcytaire, ou qu'il soit les deux, c'est la même chose. Normochrome, c'est là qu'il faut savoir est-ce que c'est régénératif ou pas, et macrocytaire également. Et c'est là où il faut savoir si c'est régénératif ou pas. Si c'est une anémie hypochrome, il faut regarder le fer, on a déjà dit, soit fer sérique, soit ferritine, mais jamais le fer sérique tout seul, pour la bonne et simple raison que excusez-moi, c'est une animation qui m'a échappé, parce que le fer sérique, si je fais que le fer sérique et qu'il est bas, ici, les deux, je ne suis pas renseigné. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire sérique CTF. Si on continue, mais je pense que vous avez presque tous abandonné le fer sérique CTF. Faites de le ferritine. Mais je pense que vous avez... Donc vous avez... Donc, vous avez raison. Donc la ferritine est très bien. Donc là, on fonctionne ça en classe, en carence martiale, inflammation ou éventuelle thalassémie. Régénérative, il faut chercher selon l'hémorragie, selon l'hémolyse, plus rarement l'hypersplénisme, l'hémolyse intravasculaire ou intratissulaire. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Bilirubine, cherchez l'aptoglobine, bilirubine indirecte et le taux de LDH, qui sont, l'aptoglobine serait basse, bien sûr, la bili et le LDH seraient élevés. Je passe vite parce que je ne veux pas rentrer dans ce qui est scolaire, parce que je pense que c'est juste des rappels. Je sais que vous êtes de là, mais c'est juste des rappels. Des anémies, des étiologies, des hémolyses, peut-être la crise constitutionnelle. Et donc, avec les différentes, les constitutionnelles, les anomalies, soit la membrane est malade, soit l'hémoglobine est malade, soit les enzymes qui sont malades. Les acquis, ça peut être soit auto-immun, soit mécanique, soit infectieuse, soit HPN, enfin, c'est exceptionnel chez l'enfant, même chez l'adulte, c'est pas très fréquent, c'est la maladie marquée à faveur les A régénératifs, il faut aller chercher la moelle, puisqu'on a dit que c'est les régénératifs, il faut aller regarder ce qui se passe au niveau de la moelle, donc c'est le myélogramme. Et là, il faut distinguer, une seule lignée ou plusieurs lignées. Quand c'est une seule lignée, surtout les rouges, bon, c'est l'érythroblastopénie, et en fonction de l'âge, plaque-diamant pour les tout petits, ou autres parvo ou toxiques ailleurs, des érythropoïèses rares, défaut d'érythropoïétine chez l'insuffisance rénale chronique. Quand il y a une atteinte des autres lignées, c'est les autres pathologies, l'aplasie, les hémopathies malignes, les myélodysplasies, les myélofibroses et les hémophagocytoses. Les régénératives, quand elle est macrocytaire et normocytaire se ressemblent un peu. Mais non régénératif, il faut aller chercher la moelle, bien sûr. Et là, on va voir s'il y a une mégaloblastose en particulier. Aplasie, une tendance macrocytaire, ou une myélodysplasie. Donc,
c'est là où je disais j'avais quelques cas cliniques qui pourraient prendre un peu de temps, j'en ai une dizaine, mais c'est dans Rachel Gallier, j'ai pas de problème. Très bien. Donc là, je vous demanderai d'être un peu plus interactif. Et donc là, c'est une jeune fille âgée de 15 ans, classique, consulte pour dyspnée, asthénie, dyspnée d'effort depuis 2 mois. Et l'examen, rien, il y a un souffle systolique, a priori anorganique. Et l'interrogatoire révèle des règles abondantes. D'accord? On fait l'hémogramme. Et je vous laisse me dire qu'est-ce que vous voyez sur l'hémogramme. Ah, quelqu'un s'aventure. Je mets juste l'hémoglobine, les globules blancs et les plaquettes en gras, mais ça ne veut pas dire que c'est juste pour peut-être normal, je les mets quand même en gras. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'aventurer sur cet hémogramme? Bon, c'est une anémie. L'hématocrite est à 20. Donc c'est une anémie qui est hypochrome microcycale. Donc c'est pour l'interprétation. Les autres lignées, donc les globules rouges sont vraiment limites. Donc à la limite les globules blancs sont à la limite inférieure donc de leur taux. Un taux de polyclinique neutrophile un peu élevé par rapport à la normale, éosinophile assez élevé, eosinophilie, lymphocyte un peu bas, pour plaquette, une thrombée, donc la plaquetose, la thrombocytémie. Alors, juste plus vraiment, les cas qu'on présente ici sont des cas réels. Ce n'est pas des cas pédagogiques. Ce n'est pas des cas arrangés. Ça soit clair. C'est vraiment des cas réels avec toute la complexité de la réalité. C'est pas toujours casé dans La formule blanche, il faut l'étudier en valeur absolue. Ah, d'accord. C'est pour ça. C'est un piège. Parce que 25% de 3900, le quart, on a plutôt une tendance à lymphopénie. Vous voyez? C'est pour ça qu'on disait attention, il faut mesurer, il faut voir les valeurs absolues, pas les pourcentages. Alors, qu'est-ce que vous aurez fait? Voilà, on a une jeune fille, 15 ans, elle a une anémie, elle a ce que nous ferritine. Il y a plus que la ferritine est à 3, et donc c'est une anémie ferriprine. Et donc ici c'est juste une analyse en disant voilà, on a leucopénie, thrombocytose, qui peuvent se voir dans l'anémie. C'est ça le message, c'est qu'on peut avoir une leucopénie, on peut avoir une thrombocytose dans l'anémie carentielle. Il ne faut pas lui donner plus de valeur que... C'est ça la raison. Donc anémie spoliatique peut être anémie inflammatoire. Comme on a fait la ferritine à la fois, donc le problème est réglé. Donc on est devant une anémie. Alors la question, faut-il transfuser? Elle est à 6. C'est les tolérés. Elle est bien tolérée, elle est venue, elle se plaint d'efforts. Je ne vais pas la transfuser. Ce serait une mauvaise idée de la transfuser, l'exposer au risque de la transfusion de manière inutile, c'est très bien. Est-ce que je dois chercher autre chose? Expliquer ces ménorragies ou métroragies. Je dois aller plus loin ou pas dans la recherche étiologique? Il y a des règles abondantes. Il y a des ménorragies. Mais vous savez, il y a des centres où il y a la consultation des ménorragies et on trouve, ça dépend des centres, mais on trouve un taux élevé de maladies de Villepinte. Donc la seule expression, c'est la ménorragie. Et d'ailleurs, on a eu même dans beaucoup d'anémies résistantes, parenthèse au fer, par récidivante. Et après, je découvre qu'ils ont une maladie vibrante.
Donc la maladie de Brand est très fréquente, elle est souvent sous-diagnostiquée. Mais maintenant, faut-il la chercher systématiquement chez les jeunes filles qui ont des ménorragies? Pour moi, non. Je la chercherai si j'ai une récidive, si j'arrive pas à... Là, je sens qu'il y a un problème hémorragique, mais sinon, je tenterai d'abord un traitement martial, et après que ça se corrige, je vois un peu si le régime est équilibré, je laisse tranquille. Éventuellement, consultation de gynéco, on ne peut pas passer à côté de quelque chose qui peut donner ces saignements. D'accord? Donc on passe au cas clinique numéro 2. Oui, oui, alors, ces altérations de l'hémogramme sont à prendre avec beaucoup de... on peut avoir une leucopénie qui est beaucoup... pas vraiment une vraie lymphopénie dans les anémies carentielles. On a plutôt une diminution des polynucléaires neutrophiles, modérée, mais elle n'est pas significative. Il n'y a aucune expression clinique, donc on ne prend pas en considération. Encore une fois, je vous dis, c'est la réalité. On a eu ça, il y a une numération qui est faite, on ne sait pas ce qui s'est passé en préanalytique, c'était même pas fait à l'hôpital, donc c'est une consultation. Elle est venue avec ces données. Donc voilà, on prend en considération l'anomalie majeure, ce que je disais au départ. On considère que faut la prendre, c'est ce qu'il faut le plus prendre en compte et avancer. Comment expliquer la thrombocytose dans ce cas? Alors, comment expliquer la thrombocytose dans l'anémie carentielle? Alors, ça c'est un problème. Quand on a une anémie, on a une sécrétion de facteurs de croissance. Alors, en premier, c'est l'érythropoïétine. L'érythropoïétine, elle stimule l'érythropoïèse. D'accord? L'érythropoïèse. Mais vous avez des facteurs de croissance, notamment la thrombopoïétine, qui peut également être dans, comment on appelle ça, l'emballement ou par entraînement. Voilà. On va voir ça, par exemple, dans les thalassémies, on peut avoir l'hyperleucocytose. On peut avoir... il y a un phénomène, il y a des facteurs, je dirais, de croissance au niveau, je dirais, moléculaire qui agissent de manière non spécifique de lignée. D'accord? Donc, 500 000, vous considérez que c'est une thrombocytose? Il faut considérer, parce qu'on va, 500 000, c'est une thrombocytose. Au-delà de, en général, c'est entre 200 et 400 000. 150 000 à 400 000. Donc c'est une thrombocytose. Alors ensuite, juste que vous sachiez, parfois il y a des fausses thrombocytoses. Je vous ai dit tout à l'heure que les automates, c'est pour ça que c'est important de comprendre comment ça se passe. L'automate ne regarde pas, il n'a pas un œil. L'automate, il mesure les volumes. D'accord? Je vous ai montré le principe Coulter. Donc quand vous avez des petites cellules, des globules rouges très petites, car ce sont des plaquettes. Même la technique de prélèvement. Même la technique de prélèvement, elle peut être. Mais car ce sont des plaquettes, j'ai une fausse thrombocytose. Parce que il fait une forme d'extrapolation. Il voit que le nombre normalement, il y a une différence entre les deux courbes. Il y a la courbe des plaquettes, et la courbe des globules rouges, la courbe des globules blancs. Mais la limite n'est pas toujours tranchée. Des fois, il y a une interférence. Donc, des fois, on a une fausse thrombocytose. Une étude sur l'âme. Non. Mais je ne donnerai pas. Moi, dans ces cas-là, je serai minimaliste. Dans le sens où je sais, j'ai une forte présomption que ce soit une anémie par carence martiale, je donne le fer et je vois venir. Et je fais un contrôle. Bien sûr, il faut absolument contrôler. Il doit être normal en un mois. Normal. Si j'ai une bonne correction, 3-4 semaines, normal. Sinon, j'ai quelque chose, soit que le traitement n'a pas été bien pris, soit qu'il y a quelque chose, soit les saignements continuent à saigner plus qu'il le faut, soit quelque chose... Alors, je vous dis, l'hémogramme se corrige. Le traitement, nous nous recommandons minimum
3 à 4 mois. Moi, je dis 4 mois. Parce que la correction de l'hémogramme ne veut pas dire correction des réserves en fer. Donc, le minimum du traitement, pour moi, c'est 4 mois. Il y en a qui recommandent 3 mois. Mais 4 mois, c'est un minimum pour que mais l'hémogramme se normalise. Entre la normalisation de l'hémogramme et la reconstitution des réserves en fer, l'anémie apparaît une fois que les réserves en fer sont vraiment très basses. Monsieur, il faut faire l'amélioration du 7e jour pour chercher la crise érythrocytaire? Non. Non, non. On ne fait pas de recherche de crise réticulocytaire. La crise réticulocytaire se recherche dans les anémies galoblastiques. Et quand on fait un traitement d'épreuve, j'ai des doutes, je ne suis pas sûr, je donne de la vitamine B12 et je recherche ma réticulocytose en quelques jours après. Et je la vois effectivement. Mais ça, mais ici, j'ai une carence martiale évidente, j'ai la ferritine basse, j'ai une anémie hypochrome, j'ai tout pour en faire, je dirais, une anémie carentielle classique. La question pour moi qui taraude, c'est quand est-ce qu'on va aller rechercher une étiologie. C'est ça en pratique courante. Quand est-ce que je vais aller regarder, faire une fibro, faire, je sais pas, rechercher. Quand est-ce que je ne le fais pas? C'est souvent ça la question. Et ça, c'est une question de feeling. Un de feeling, et deux, la tendance générale, c'est de ne pas faire d'exploration en première ligne et attendre que si ça se passe pas bien, c'est à ce moment-là qu'on passera à autre chose. Pour la perfusion du fer, indépendamment de l'âge, est-ce qu'il y a une... Alors, le fer intraveineux est devenu beaucoup plus accessible. Dans le temps, c'était tension. Même maintenant, ça reste un petit peu dangereux, il faut pas le faire chez soi. Il est recommandé dans deux situations, essentiellement deux. La première, les malades qui ont une malabsorption, une maladie de cœliaque ou un de, je sais même, par voie orale. Il faut que je donne beaucoup par voie orale. Il passe, c'est compliqué. Je peux éventuellement discuter. Mais c'est surtout les situations de mauvaise tolérance de traitement oral. Il y a des personnes qui ont une très mauvaise tolérance qui ne prennent pas. Finalement, ne prennent pas le fer. À ce moment-là, je suis amené à le faire passer par voie intraveineuse. Mais pas en première ligne, jamais en première ligne. Il faut bien sûr informer les femmes et les gens, leur dire à propos du risque de coloriage des dents, leur dire qu'attention, les selles vont devenir noires. Il faut informer et puis ça donne des fois des épigastralgies, ça donne de la diarrhée. C'est un traitement qui est embêtant. Il peut être embêtant. Donc il faut que le patient et sa famille soient informés de ces effets secondaires. Voilà. Excusez-moi, s'il vous plaît, une autre question. Parfois on corrige, et quand on fait un contrôle, donc on a une régularisation de la ferritinée par exemple, mais le taux d'hémoglobine reste toujours bas. Le fer reste toujours bas et la ferritine est corrigée. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut regarder qu'est-ce que c'est. Alors, on a l'anémie toujours. Excusez-moi. Je vais venir à un cas d'ailleurs tout à l'heure. Vous avez des cas de thalassémie, notamment intermédiaire, dans lesquels on peut avoir une anémie hypochrome modérée, incorrigible par le fer, bien sûr, parce que c'est une thalassémie. Il n'y a même pas d'hémoglobine F, vous avez juste une A2 qui est élevée. Et donc, il faut à ce moment-là regarder ailleurs. Mais normalement, une anémie carentielle, à moins que le malade, si le malade continue à saigner, le fer va pas rester, il va pas être corrigé, mais vous dites que la ferritine est corrigée. Des fois, effectivement, il y a un mélange des deux et parfois c'est difficile. Et on fait un traitement d'épreuve, on donne le fer, on essaie de voir, parce que l'hémoglobine A2 il peut être augmenté même dans les carences martiales. D'ailleurs, on recommande, quand l'hémoglobine A2 n'est pas franchement élevé, de donner un traitement martial et après corriger, après regarder si... Corriger d'abord la carence martiale avant de faire la... Il ne faut pas juste finir de se corriger.
Non, non, si la ferritine est normale, il faut rien corriger. Non, non, évidemment. Non, mais je parle des situations où on a une carence, Martial. Sinon ça ne sert à rien. Ça va pas la rendre malade de donner le fer à quelqu'un qui n'est pas carencé. Enfin, ça va l'embêter, il va avoir des douleurs. Mais ça fait pas, on ne fait pas d'hémochromatose en donnant le fer par voie orale. Parce qu'il y a un mécanisme de régulation qui fait qu'il n'y a pas d'absorption quand on n'a pas besoin. Oui, il y a une question derrière. Est-ce qu'il y a un niveau d'hémoglobine où il serait légitime de transfuser, quel que soit l'état clinique? Pour moi, non. 2 d'hémoglobine non transfusés Je n'ai pas transfusé à 2-3 d'hémoglobine. J'ai déjà fait. Je vais vous dire. Les géophagies, on les voit 4 mois, 5 mois. Les géophagies, on les voit à 2-3 et on ne transfuse pas. Il faut arrêter la géophagie, donner le fer. Alors, je vais vous dire autre chose. Il y a des personnes qui ont une anémie sévère, chronique, et vous vous demandez comment ça se fait qu'ils sont venus sur pied, mais ils ajustent leur mode de vie à ce manque. Et si vous les transfusez, vous risquez de leur faire un OAP. Parce qu'ils ont un cœur anémique, c'est un cœur qui est fait, qui travaille plus qu'il ne faut. Et des fois, je dis des fois, quand on transfuse, parce qu'on panique, vous avez parfois des médecins jeunes, ils voient, voilà, il a 3 d'hémoglobine, il a 4 d'hémoglobine, allez-y, je passe le sang, parce que des fois on fait un OAP. Alors, quand je dis ça, je mets entre parenthèses, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit, il faut être capable de surveiller. Je ne laisse pas un malade avec 2 grammes d'hémoglobine et sans aucun, qui va aller je ne sais pas où, il ne peut pas venir, etc. Je ferai quand même, je le ferai avec le maximum de précaution. Mais j'essaierai d'éviter au maximum de transfuser. Donc, il n'y a Transfuser. Pas de confort. Non. Il n'y a pas de transfusion de confort. Non. Parfois, c'est pris comme ça, on le confort du malade. C'est très mauvais. Transfuser, moi je dis quand il n'y a pas une indication formelle à la transfusion, c'est une contre-indication à la transfusion. Transfuser, quand on comprend ce qu'on fait, quand on transfuse, on prend du sang d'une autre personne avec, aujourd'hui, je fais le test HIV. Mais qui est test اللي كيقولوا له ريسك زيرو ملي كنقول je fais le test HBS ما كاينش شي تيست اللي فيه زيرو كاين toujours ce que les transfuseurs appellent le risque résiduel. Il y a toujours un risque résiduel. زيد عليه j'amène des antigènes d'une personne واخا كندير le ABO c'est quoi, c'est peanuts. Alors quand j'ai beaucoup d'antigènes, des blancs, j'immunise. Un malade, un jour, j'aurais besoin de le greffer ou d'avoir déjà les anticorps. Ou là, je fais. Donc, jamais la transfusion, c'est vraiment absolument nécessaire. Vraiment. Chaque fois que je peux l'éviter, on l'évite. D'ailleurs, nous devons avoir dans nos hôpitaux une stratégie d'économie. Même le sang, même en opératoire, les gens récupèrent le sang et l'autotransfusion. Chaque fois qu'on peut le faire, qu'on peut éviter. Moi, je vous dis, dans mon expérience, j'ai eu des malades à 2 et à 3 que je n'ai pas transfusé. Il n'y a pas eu de problème. Mais ça ne veut pas dire que c'est la même chose, c'est le même débat qui a lieu pour les plaquettes. J'ai un malade qui a moins de 10 000 plaquettes PTI, il y a des gens qui transfusent les plaquettes systématiques. Ils ne discutent pas. Il y en a. Oui. Les PTI, on ne peut pas transfuser les PTI, ça ne sert à rien. Ils produisent déjà beaucoup plus que. Avec le mot des chirurgiens, il y a le professeur Fess. Est-ce qu'ils peuvent opérer sur une hémoglobine basse? Non. Il ne faut pas opérer sur une hémoglobine. Généralement, les anesthésistes refusent, mais cette discussion-là, en permanence avec les anesthésistes en post-opératoire de certaines interventions, par exemple de scoliose qui dure 5-6 heures, et on commence avec une hémoglobine de 13, 12,5. 2 heures après l'intervention, on est à 7-8. Alors, personnellement, je suis de ton avis, je refuse
de transfuser, d'autant plus que ces patients vont rester alités pendant un certain temps, au moins 6-7 jours. Ils n'ont pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Et les anesthésistes, dès que c'est cette hémoglobine, ils commencent à s'activer. Non. Et vraiment, à ce jour, c'est la même discussion qu'on a toujours avec les anesthésistes. Je ne pense pas, comme tu le penses toi aussi, qu'il soit nécessaire à 7 grammes d'hémoglobine de transfuser. On peut compenser la volémie. D'ailleurs, ces malades sont surveillés régulièrement sur le plan hémodynamique et on compense au fur et à mesure, d'autant plus qu'il y a des drains qui continuent à aspirer le sang. Mais à 7 grammes d'hémoglobine, je n'ai jamais vu un enfant ou un adolescent souffrir de l'hémoglobine basse. Mais ça, c'est une anémie qui aiguë. Aiguë. Oui. C'est pas une anémie chronique. Oui, mais c'est la C'est chronique une est mieux anémie tolérée. aiguë. Si 7, 8 bien toléré, mais quand même 4 ou 3 a une anémie aiguë, à ce moment-là, il faut le transfuser, je pense. Non, la question qu'on peut lui poser, c'est que est-ce qu'une hémoglobine à 5,5 ou 6 est dangereuse pour le patient? Aiguë. S'il est bien compensé sur le plan hémodynamique. C'est l'état clinique du patient qui joue. C'est l'état clinique. Quand je vois qu'il y a une instabilité hémodynamique, une hémorragie aiguë, je transfuse. Ça, c'est. Mais une hémorragie, une forme chronique, lui-même, il s'est adapté. Le cœur, les poumons, il fait une polypnée, il fait une tachycardie, il essaie de gérer au mieux le capital d'hémoglobine qu'il a pour oxygéner les tissus, et il s'est adapté à ça. Donc moi, je dois l'accompagner progressivement. Sinon, je peux même le déstabiliser. Si je le transfuse, je peux le déstabiliser, je peux créer... C'est comme les insuffisants cardiaques, des fois ils ont des anémies. Si vous les transfusez, ça aggrave, franchement. En fait, il y a eu cette histoire d'anémie post-opératoire et anémie en réanimation. Il y a beaucoup de papiers qui discutent de cette question, ce n'est pas spécifique à nous. Donc c'est un débat plus ou moins international sur les seuils transfusionnels. Quand est-ce que je transfuse, quelles sont les situations. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi ce que nous appelons, nous, les phénomènes rhéologiques. Le phénomène rhéologique, c'est la viscosité du sang. La rhéologie. La rhéologie, elle a beaucoup d'importance, je dirais, en physiologie. C'est parce qu'il y a la rhéologie, il y a un phénomène de viscosité, que les plaquettes sont en général en périphérie et non pas au centre, dans la circulation. Les globules blancs sont en périphérie, comme ça ils sont proches. Les plaquettes sont proches pour pouvoir agir. D'accord. Et il y a eu un groupe de réanimateurs qui défendaient de créer une anémie. Créer une anémie, c'est ce qu'on appelait l'hémodilution normovolémique. On les appelait les hémodilutions normovolémiques. On piquait le sang en préopératoire. C'est ce qu'on faisait pour les scolioses avant. Voilà. On crée l'anémie. Ça dépend de l'intervention. Là, je vous dis, mais bien sûr, ça dépend de l'intervention. Dans les transplantations hépatiques, on fait ce que vous dites. Mais pourquoi on le fait? Scoliose passée de 13 à... C'est une maladie, c'est une intervention très hémorragique. D'accord. Et là, on n'est pas d'accord, et c'est aigu. Il faut transfuser, effectivement. Donc, C'est pas assez tranché. Il faut réfléchir. Quand vous dites aigu, il y a une instabilité hémodynamique. Si j'ai une maladie instable, mon idée, c'était que quand il y a le sang est moins visqueux, il semblerait que la cicatrisation est plus rapide et que l'oxygénation des tissus est meilleure. D'accord? Il y a eu un cours qui dit que c'est pour ça que je vous dis, il y a des études qui créaient l'anémie en cherchant ce caractère plus fluide du sang, parce qu'il va passer dans les tissus plus, et il pourrait entraîner une cicatrisation plus rapide des tissus. Et le contraire est vrai. Si vous avez des chaînes cardiaques, plus vous augmentez la viscosité du sang, plus le chaîne, c'est le bending physiologique. Si vous avez une CIV, vous savez n'importe quelle chaîne cardiaque, il faut mettre l'enfant à 14. Et effectivement, c'est comme si vous faites l'intervention, ça ne passe plus dans un sens et l'autre.
Ok. Dans tous les cas, je pense que il y a l'évaluation de l'état du patient. Et quelque part, je suis désolé de le dire, l'expérience. Je suis sûr que sur le FES, les jeunes réanimateurs, ils ont envie de transfuser. Les jeunes, ils veulent prescrire, ils prescrivent et ils font une raison. C'est la tendance. Un peu plus expérimenté, il a vu. Même quand il transfuse, même quand il fait, il mesure. Et cela vient l'expérience de la personne et de l'équipe en général. Et plus l'équipe est expérimentée, plus il adapte en fonction de ce qui est vraiment besoin. Mais sinon, quand on n'a pas beaucoup d'expérience, on a tendance plutôt à être maximaliste. Comme ça, on ne dira pas derrière, ah, vous n'avez pas fait ceci ou cela. Quand on raisonne comme ça, ah, je fais ce qu'il y a à faire. Or, ce n'est pas ça le raisonnement. Le raisonnement, qu'est-ce qui est le mieux pour le patient? Et c'est ça notre fil conducteur. Qu'est-ce qui est le mieux pour ce patient? Et encore une fois, je pense que les médecins ou les chirurgiens ou les équipes expérimentées ont tendance à être moins consommatrices des prescriptions d'une manière générale. Parce que carrément, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas. Donc tout ça, je vous rappelle qu'on a 10 cas. Donc, là, Ce cas a résumé l'essentiel. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles on va passer. Non, mais c'est des cas qui ne sont pas toujours fréquents, des rappels, parfois des curiosités. Alors, celle-là, elle est peut-être plus simple. C'est une petite fille de l'érythro-myélémie. C'est un avortement. La moelle étant non balnée. Dans la circulation des cellules immatures. Qui sont censés être dans la moelle, parce qu'il y a un besoin urgent. Donc, et il y a eu un phénomène, je dirais, qui explique même les hyperleucocytoses. C'était juste pour vous montrer ce point. Thalassémie homozygote, le fer, l'électrophorèse, etc. Donc, rapide. Transfuser là, il faut transfuser. Là, vous n'avez pas le choix. Il y a une maladie génétique. Si vous ne transfusez pas, il va aggraver ça. Et même plus que ça, il faut transfuser beaucoup. Il faut avoir plus de d'hémoglobine pour qu'il y ait la croissance, pour qu'il n'y ait pas des organomégalies et tout ça. Et puis, il faut greffer quand on peut. C'est des malades qui répondent bien à la greffe. Maintenant, la greffe est une bonne dans les formes majeures. Quand il y a un donneur compatible, même des fois, aujourd'hui, on transfuse même en mismatch. Donc, c'est possible de greffer ces malades, de faire l'enquête familiale. Donc, celui-là, il est rapide. 14 ans, anémie découverte lors d'une consultation pour retard scolaire et asthénie. Donc, Hadi, elle a consulté, mais juste découverte constatation de retard scolaire. L'hémogramme et la ferritine et la baisse. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Elle a une microcytose. Oui. Un BMC à 62 femtolitres. Oui. Et ça vous embête pas, ça? Voilà, c'est l'équivalent, c'est une pseudo-polyglobuline. C'est une pseudo-polyglobuline. Et la polyglobuline, qu'est-ce qu'une augmentation d'hémoglobine, l'hématocrite? Alors, le nombre de globules rouges est élevé, mais l'hématocrite et l'hémoglobine sont plutôt basses. Donc, il y a un D11 d'hémoglobine. Et voilà. Donc, ferritine à 120, c'est typiquement... mais ça peut être une anémie carentielle. Toujours discuter anémie hypochrome. Donc, ça peut poser... or, mais le fer ici était normal. Donc le diagnostic ici, vous voyez ici l'hémoglobine A2 qui a 8,2 thalassémie hétérozygote. Il n'y a rien à faire. Moi, je donne le folate habituellement parce qu'ils ont un métabolisme je dirais, qui est
aggravée. Il peut y avoir des carences en folate parce qu'ils ont une consommation élevée du fait de l'activité hématopoïétique, aussi bien d'ailleurs dans les thalassémies que dans toutes les anémies hémolytiques constitutionnelles. Pour quelle durée, s'il vous plaît? Permanente. C'est des personnes qui vivent normalement. Habituellement, ils ont 8. Les folates on donne en permanence, de l'acide spéciaphodique ou l'acide cholénique en permanence. Mais c'est discutable, hein. Je vous dis, ça c'est ma pratique. Thalassémie hétérozygote, il n'y a rien à faire. Ils ne font pas de crise hémolytique de temps à autre. Ils peuvent faire plutôt, pas des crises hémolytiques, ils peuvent faire des érythroblastopénies des fois, des infections à parvovirus. Et le parvovirus, il tape. Surtout le parvovirus, c'est un virus qui touche la moelle et qui touche surtout la lignée érythroblastique. Donc, il touche essentiellement les anémies hémolytiques chroniques. Enfin, il touche l'être humain même. Nous, on a des infections à parvo, mais qui ne m'embêtent pas. Parce que nous avons une hématopoïèse, même si on récupère. Mais comme les malades en situation de stress, ils produisent beaucoup, l'infection à parvo induit une pancytopénie, une aggravation de l'anémie. Mais ce n'est pas l'hémolyse, c'est l'absence de production, machine hémolyse. Et donc ça se voit des fois dans certaines hémoglobinopathies, mais ça se voit aussi dans les sphérocytoses, ça se voit dans d'autres hémopathies chroniques. Mais normalement, une anémie, une thalassémie mineure, c'est un trait, il y en a qui l'appellent même trait thalassémique, donc on vit avec. Donc ça ne nécessite jamais de transfusion. Sauf qu'il y a une complication, bien sûr. Brahim, 18 mois, enfant unique. Oui, celui-là, il est de Nador d'ailleurs. Adressé pour anémie sidéropénique, résistante au traitement martial, qui nécessite même des transfusions. Il a 18 mois. Tout petit. Valeur, pointe de rate. Il a 4 d'hémoglobine alors qu'elle a été transfusée. Peut-être. Ils ont fait une fibroscopie. Fibroscopie digestive haute, normale. Normalement. Je n'ai pas l'information. Tu n'as pas mangé de fèves? Fèves, pensez à une G6PD, mais c'est chronique. C'est chronique, il a été transfusé. Il garde une anémie. Bon, c'est une curiosité. Mais cet enfant est venu avec une radio. D'ailleurs, elle a été hospitalisée. Maintenant, je sais, j'ai vu que... Donc, je peux dire ce que je veux. Cancer CR, je dirais rien du tout. Il est venu avec une radio, c'était pendant une visite. Donc il a été hospitalisé pour mise au point, parce que vous ne savez pas quoi faire. C'est rare qu'on hospitalise une anémie par carence martiale, on ne hospitalise pas. C'est compliqué, le médecin aïe, non, c'est pendant la visite, je fais la radio thorax, il est venu avec cette radio, asymptomatique. On ne voit pas très bien. On a suspecté un syndrome de comblement alvéolaire. Voilà, on a pensé qu'il y avait quelque chose ici, qui n'était pas... J'ai essayé d'agrandir, mais je ne vois pas très bien ici. Sur la radio, on a suspecté un syndrome de comblement alvéolaire et une hémorragie intra-alvéolaire. C'était ça. On a dit que c'est pas ça. On a envoyé d'ailleurs au pneumo dans ce sens-là. Ils ont fait un bilan, ils ont fait une fibroscopie et ils ont effectivement trouvé des sidérophages. Et on a cherché
l'étiologie, et c'était finalement une forme idiopathique pour laquelle la seule traitement, en plus du traitement martial, c'était le traitement par C'est un aspect de pseudo-miliaire d'habitude. Avec le S, c'était très difficile à je suis d'accord. Mais je vous dis, on voulait s'accrocher à quelque chose. D'abord, le fibro. J'avais une radio. Quand je fais une radio, il y a une image. Mais c'est pas typique. D'ailleurs, le malade n'a même pas exprimé de symptômes respiratoires. Il est tout petit. Il ne vomit, il ne toussait pas, il n'avait rien. D'habitude, c'est des petites hémoptysies à répétition. C'est des hémoptysies. Or, il n'avait pas. C'est difficile d'avoir l'hémoptysie chez les petits. Tout à fait. Ce n'est que quand ils grandissent. Mais j'ai eu un cas similaire et il faut penser à l'allergie au lait de vache. Et on a beaucoup d'enfants qui sont sous lait de vache et qui ont une anémie. Et je pense que d'abord le lait de vache n'apporte pas de fer et empêche l'absorption de fer. Et je me demande s'il n'y a pas en fait des hémosidéroses pulmonaires comme ça à minima. Parce qu'on a beaucoup d'enfants qui viennent en consultation pratique pour anémie et toux chronique. Vous arrêtez le lait, ça s'arrange. Et j'ai eu un cas d'hémosidérose pulmonaire. Alors lui, c'était plus impressionnant parce que il prenait un petit peu de lait, il se mettait à cracher du sang. Il y avait des hémorragies. Mais ce serait bien d'explorer. Ah oui, là, par cracher exemple, du sang, on a cracher. et on a cherché l'étude. Donc il faut essayer de documenter, aller plus loin. C'est ce qu'il fallait faire. Oui. Chercher de sidérophage. Mais je peux vous dire qu'il y a des cas comme ça, des casse-têtes. Là, on s'accroche à des petites choses. Des fois, on cherche là. Mais c'est vrai que c'est pas typique. Même les pneumos, ils disent mais c'est bizarre, alors qu'il n'y a pas de symptômes. Ils ont l'habitude de voir des malades. Les pédiatres, des gens qui s'intéressent à la pneumopédiatrie, qui les connaissent. Même les adultes, parfois. Ils ont des formes d'adultes aussi, mais ils ont une expression. Exactement. Si on est averti, oui. Ouais. 10 minutes. Ok. Donc, un autre cas, un enfant de 15 ans, anémie douloureuse diffuse, ictère, urine foncée, présentant de l'hypochondre gauche, un frère splénectomisé et à l'examen, splénomégalie de 13 cm. Ah, c'est embêtant, hein? Vous voulez dire drépanocytose, mais vous avez raison, il faut penser à la drépano et dire que quand même ça dérange. Une rate comme ça dans une drépano, ça dérange. Il y a des douleurs osseuses, ça devrait l'évoquer, mais ce n'est pas le cas. Bon, vous n'êtes pas trop loin, hein, même si... donc voilà, il y a une anémie modérée. Alors, ça par contre, c'est pas pour la drépanocytose. Dans la drépanocytose, l'anémie est normochrome. Normocytaire. Alors celle-là, elle est hypochrome microcytaire. Il y a une petite hyperleucocytose, enfin une hyperleucocytose, un taux de paquette. Et cet enfant avait en fait une hémoglobinose C. C'est plus fréquent qu'on pense, l'hémoglobinose C au Maroc. Et beaucoup plus dans le sud, il y a des gîtes. Le Maroc a un lien historique avec l'Afrique subsaharienne. Et il y a des zones d'endémie de l'hémoglobinose C. Donc l'hémoglobinose C, elle est assez fréquente. C'est elle qui donne cet aspect bâtard. L'anémie hypochrome, mais en même temps des signes osseux. Et voilà. Donc c'est l'électrophorèse qui permet de faire le diagnostic. Encore là, un bébé 23 mois, anémie splénomégalie. Son histoire commence à l'âge de 9 mois. Pâleur, énorme splénomégalie. Bilan d'anémie hémolytique, on nous dit négatif. Transfusion itérative en pédiatrie. Et il vient avec voilà, cette rate qui occupe pratiquement tout l'abdomen et cette pâleur. Alors l'hémogramme... Non, splénomégalie. Donc cliniquement, en tout cas, splénomégalie qui prend tout l'abdomen. Donc voilà l'hémogramme. Donc l'hémogramme, il y a effectivement une pancytopénie. Donc quand on a une pancytopénie, on regarde la moelle. Même si le VMC est bas, mais bon, il faut regarder la moelle.
Et sur la moelle, on avait trouvé effectivement que c'était une maladie de surcharge. Il s'agit d'une maladie de Gaucher. On a fait même des dosage enzymatique. Et on a fait la splénectomie. À l'époque, il y avait encore le pneumo 23. Maintenant, il n'est plus dans le commerce malheureusement. Enfin, il y a un remplacement quand même. Mais quand on a enlevé la rate, le foie a augmenté de volume. Et donc, du coup, on l'a mis sous cérézine. C'est, je pense, le premier enfant au Maroc qui a recevoir le cérézine. Et je me rappelle, on l'a eu en compassionnel, en gratuit. On voulait rentrer sur le marché. Mais c'était efficace. C'est des cours mensuels. Il faut y penser, je te remercie, c'est Harith, parce que il y a des formes viscérales pures, il y a des formes neurologiques pures, et puis il y a des formes neuroviscérales. Et ce qui est important maintenant, c'est le dépistage précoce, parce qu'il y a un traitement qui peut être remboursé par différentes mutuelles, voilà, pour donner la chance à cet enfant. Ouais. Tout à fait, mais en tout cas là, après une année, il était pas mal, hein, il grandissait. J'ai mis ce cas particulier parce que je voulais vous montrer cet hémogramme. Je voudrais que vous me disiez qu'est-ce que c'est que cet hémogramme. Voilà, c'est une fille qui est suivie pour le lupus. Et là, cet hémogramme, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Macrocytose. C'est un gigantisme. C'est énorme. Macrocytose, c'est énorme. Non, c'est bizarre. Non? C'est 140. 140, même quand. On tire le frottis et même on incube à 37 degrés s'il y a des... pour savoir si c'est exactement. Et quand on vous dit qu'il y a un lupus veut dire que si vous êtes agglutinine froide. Quand vous avez des agglutinines froides, les cellules s'agglutinent à froid. Or, dans le tube, c'est froid par rapport au corps. Le tube, il a la température ambiante. Or, le corps, il est à 37. Donc, vous avez une agglutination à froid. Donc, les biologistes, quand ils voient des choses comme ça, normalement, ils ne doivent pas les rendre. Et le tube, qui doivent bien marrer, à 37, pour qu'il y ait. Et après, ça devient normal. D'accord? C'est juste c'est pour ça qu'il faut essayer de comprendre les choses, parce que c'est pas possible. Le BMC à 140, et CCMH à 42. Voilà, reporter le prélèvement à temps, faire le test de Combs, bien sûr, parce qu'il est possible. Voilà, je voulais juste vous montrer ce qui se passe. Parfois, vous avez les cellules qui s'agglutinent comme ça, et on a l'impression d'un volume VMC élevé, ce qu'il faut, c'est des cellules qui sont collées l'une à l'autre. Mais l'automate qui n'a pas Dieu, il ne vaut pas. Il est aveugle. Donc, il se voit comme une cellule. Cas numéro 8. Je vais vous montrer juste l'image. Pancytopénie. Et ça. Non. Biscuit-Aldrich, non. Il n'y a pas de malformation dans le biscuit-Aldrich. Le biscuit-Aldrich, vous avez des lésions cutanées. Il y a une thrombopénie, il y a une micro-thrombopénie. Les plaquettes sont petites dans le biscuit-Aldrich. Et vous avez... ça, vous devez tout de suite dire que c'est une maladie de Fanconi. Faciès d'oiseau, toute malformation. Le diagnostic, فاش كيجيبوا المريض باقي كاع ما درتيه لا دينا لا والو. Ma première communication que j'ai fait avec toi lorsque j'étais interne. Voilà. C'est la première communication que le professeur Bouskraoui a fait avec moi. Ça me rajeunit pas. Non, mais vraiment, les Fanconi, quand on voit un faciès d'oiseau, c'est un petit thé très fin, triangulaire, des malformations. Là, c'est criard, il a les malformations du lobe de l'oreille. Donc, c'est bien la maladie de Fanconi, pancytopénie. Donc, voilà. Vas-y, il faut faire le cariotype pour chercher la fragilité chromosomique.
Mais des fois, c'est des Fanconi, parce que le Fanconi peut se compliquer de leucémie. En plus des complications, c'est rare, mais ils peuvent donner des leucémies secondaires. Parce qu'il y a une fragilité. Il faut regarder la main, que c'est rare. Il faut regarder la main. Alors oui, absolument, il y a une aplasie, il y a une hypoplasie du pouce, une hypoplasie ou hypogénésie du rayon radial. Du rayon radial, voilà. Il y a des malformations cardiaques fréquentes, des malformations rénales fréquentes, c'est pour ça qu'ils et ils ont parfois, ils ont souvent des taches café au lait, ils ont parfois même une mélanodermie, donc c'est particulier, c'est une maladie qui est liée à une fragilité chromosomique. Il n'y a pas d'anomalie chromosomique typique, c'est juste les chromosomes qui n'arrivent pas à se réparer. C'est une anomalie de réparation des chromosomes. D'ailleurs, le test, si vous demandez un karyotype, c'est mauvais. Il ne faut pas demander un karyotype. Vous allez trouver des anomalies qui n'ont aucun sens. Vous devez chercher la fragilité chromosomique au karyotype. Donc, au karyotype, ils mettent des agents stressants de la multiplication cellulaire et ils voient s'ils arrivent à réparer ou non les altérations. Ah, celui-là, on ne voit pas l'ordonnance, parce qu'il nous a été adressé de Jdida, la malade, suspicion de leucémie aiguë lymphoblastique. Très bien. 16 ans, mais regardez, il a une petite taille. Regardez, c'est un enfant du même âge. Il a une petite taille. Il est suivi pour malabsorption. Et il a ça dans la bouche. Il a une langue des papiers. Regardez cette langue lisse. Cette langue luisante. Ça, cette langue est typique. En plus du saignement gingival. Donc, cet enfant a une maladie cœliaque pour laquelle il y a même une biopsie qui a été faite. Et il a été adressé parce qu'on pensait une leucémie. En fait, il n'a pas été bien suivi. Il a une pâleur, gingivorragie, langue lisse, luisante, débord splénique de 5 cm, abcès fistulisé du périnée. Désolé, on ne voit pas l'hémogramme. Là, c'est la biopsie intestinale qui montre bien la maladie cœliaque. Et vous avez l'anémie qui a été, en fait, quand on a fait le myélogramme, puisqu'elle avait une cytopénie, donc on a trouvé, ce sont des mégaloblastes. Des mégaloblastes, en fait, dans l'anémie par carence en vitamine B12, vous avez, ou en acide folique, vous avez un asynchronisme de maturation. C'est-à-dire que vous avez le noyau qui mature, alors que le cytoplasme reste immature. Donc vous avez des cellules bizarres, dans lesquelles vous avez un asynchronisme de maturation entre les cellules. Excusez-moi, j'ai dit le contraire. Vous avez le noyau qui est immature dans un cytoplasme mature. D'accord? Donc, asynchronisme de maturation. Donc, cytonucléaire. Donc, vous trouvez une cellule, voilà, là par exemple, il y a des mots, alors que le noyau est ça. Et vous avez une quantité importante. Donc, ça, c'est le. Donc, ce malade a été suivi pour. Alors, ce qui était intéressant de voir, c'est que cet hémogramme, l'hémogramme Loul, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Parce qu'il avait les deux, voilà. Il avait aussi une carence en fer. Parce qu'il saignait. C'est pour ça qu'elle était normocytaire. Alors qu'on devrait avoir une macrocytose. Quand on a une mégaloblastose comme ça, on devrait avoir une macrocytose. Or, on n'avait pas la macrocytose. Et comme il avait des thrombopénies, des saignements, on avait relié il y avait un mix des deux. La vitesse de sédimentation était élevée. La vitesse de sédimentation, je ne me rappelle pas. 160. La baisse était à 160. C'est pas, c'est inflammatoire, vous voulez dire? Non, c'est beaucoup pour l'inflammation. Il a une fistule anale. Sur l'exploration du côlon. Il a une biopsie, il a une endoscopie et biopsie. Endoscopie et biopsie. Je pense que si M. Harif l'indice de distribution aurait été une bonne chose. Nous aurions montré les deux cellules. Il a une mégalo, une
Non. Non, on n'a pas une double population. Parce qu'on aura les mêmes cellules qui souffrent des deux. Ça, quand on a deux populations, oui. C'est-à-dire que s'il avait sous-traitement, on va avoir une augmentation. Sous-traitement. On va avoir la population qui est normocytaire, sauf que lui, il n'était pas microcytaire. Hein. On ne verrait pas grand-chose, je pense. Alors, on va voir le dernier cas, un nourrisson de 12 mois. Voilà, il a une tumeur, une masse, pas une tumeur, une masse inflammatoire, je vais la montrer, de l'épaule. On voit pas très bien. Très douloureuse, très inflammatoire. Et voilà, qui remonte à 3 mois. Mais il avait des ecchymoses des membres inférieurs, au niveau du tronc et des membres inférieurs. Voilà sa numération. Voilà, il a une masse douloureuse, rouge inflammatoire, et il a cette numération. Comment on peut lier les deux? L'hématome infecté, oui, peut-être. C'est trop, on pénit à 7000. Ecchymose. Pourquoi thrombopénie? C'est IVD. Il y a une séquestration des plaquettes dans la déclaration. Voilà. C'est une Casabac-Émérite. Voilà. C'était un syndrome de Casabac-Émérite. C'est une tumeur vasculaire en fait. La tumeur elle-même, c'est une tumeur vasculaire. C'est rare, mais c'est intéressant de connaître. Il a un bilan d'hémostase. Il a l'IRM qui montre une masse scapulaire avec extension muscle, prolifération vasculaire, hémangiome juvénile, Casabac-Émérite, qu'on a évoqué. Donc voilà, on a commencé le traitement par prednisone, des infiltrations modérées, thrombopénie, a persisté à 24 000. Vous voyez là, c'est traitement médical, il n'y a pas de chirurgie. Vous ne pouvez pas l'opérer de toute façon, il a une thrombopénie, vous allez aggraver l'hémorragie. Et on était obligé de donner de l'interféron pour pouvoir faire corriger la thrombopénie. Et c'est comme ça qu'il s'est amélioré. On donne actuellement des bêta-bloquants. Oui, tout à fait. J'ai une diapositive qui manquait, mais c'est pas grave. Donc, qui montrait un peu l'évolution. Donc, je conclus. L'hémogramme, c'est vraiment un outil très bien. Quand on arrive à bien, je veux dire, on comprend la physiologie, la physiopathologie, on l'intègre dans le contexte clinique et on raisonne et on réfléchit. Ça apporte beaucoup. Il est peu coûteux, c'est un des examens les moins coûteux et qui rend beaucoup de service aux médecins, aux malades. Voilà, merci. Parole à la salle pour 2 questions. Donc une que je vais prendre. La formule sanguine, il y a 2 paramètres qu'on n'a pas étudiés. C'est les monocytes. Les basophiles. Quelle est la place de ces 2 éléments? Alors, les basophiles, il y a très peu de pathologie des basophiles. Les basophiles, même en pathologie humaine, il y a très peu de situations dans lesquelles on a, je dirais, les basophiles. Nous, on les aime beaucoup, enfin, dans les leucémies, dans les hématologies de l'adulte. On regarde bien les basophiles, la LMC, ce qui est augmente. C'est un syndrome myeloprolifératif, le leucémie myéloïde chronique. Sinon, il y a très peu d'indications, très peu de... D'ailleurs, même la numération idéologique est souvent rarement, je dirais, augmentée. Il faut se méfier. Elle intervient. Alors, quel est leur rôle? Ils sont avec les mastocytes. Donc, il intervient dans les allergies des foies, ils interviennent dans... Ils n'ont pas un rôle majeur de lutte contre l'infection. Immunitaire, Pardon?
Dans l'allergie, oui. Oui. Bah, ouais. Dans Mais l'allergie. dans la défense immunitaire, non. Non. Alors, les monocytes, moi j'ai essayé de. Peut-être que j'aurais équilibré un peu la prochaine fois mes présentations en mettant des pathologies des monocytes. Ils sont très rares, ils sont rares. Moi j'ai essayé de voir l'expression. C'est surtout les anémies, même les monocytes peuvent également être très intéressants à suivre. Il y a beaucoup de pathologies des monocytes, bon, c'est bien la mononucléose infectieuse, le rôle du diagnostic dans les syndromes, parfois, syndrome mononucléosique d'une manière générale, qu'il soit bénin ou malin. Donc, oui. Oui, vous avez raison de. Et les éosinoses, c'est dans les parasitoses, dans les asthmes, dans les. Voilà. Alors en général, ils ne posent pas beaucoup de problèmes éthiopes. Enfin, on arrive à se débrouiller pour trouver la raison. Xénophile. C'est Harif, s'il vous plaît, je profite de l'occasion pour l'hyperéosinophilie chez nouveau-nés, nourrissons, enfants. À partir de quelle date on considère que l'hyperéosinophilie est à explorer, il peut avoir une étiologie parasitaire ou allergique ou autre, parce que habituellement, on voit les éosinophiles chez le nouveau-né, prématuré, sans qu'il y ait une signification pathologique quelconque. Alors, comme je disais, je n'ai pas donné de chiffres en général, parce que c'est variable en fonction de l'âge. Parce que c'est un contexte particulier. En réanimation néonatale, c'est des situations différentes. La question, ce n'est pas les indications de la transfusion, mais c'est la raison de ces transfusions, ce sont les prélèvements multiples. C'est en général la première cause, ce sont des anémies par spoliation. Ma question est, est-ce qu'on peut avoir l'espoir de réaliser un jour des hémogrammes par microméthode pour faire des économies de prélèvement chez le bébé? On peut faire l'hémostase, on peut faire l'hémoculture par microméthode. Et qu'en est-il de la numération? Je pense que c'est pas au départ. De ma présentation. Je ne sais pas si j'arrive à dire devant vous. Donc, parce que c'est ce que j'ai dit au départ et j'ai parlé de ce problème de prélèvement. J'avais dit que voilà, il y avait une capillaire pour éviter justement les anémies. C'est-à-dire quand est-ce que ça peut devenir routinier dans la pratique? Ah, si c'est les biologistes qui doivent c'est la réalisation. On sait que ça se fait, mais ce n'est pas routinier. Il n'y a pas de service de réanimation néonatale, au moins à ce que je le sache, à Casablanca, qui fait des prélèvements par microméthode pour faire les prélèvements. Ça se fait de la même façon. On envoyait juste un problème direct des services anti-microméthode, le technicien du laboratoire. Il y a un biologiste qui va nous... Bon, au fait, c'est une histoire d'équipement. Prélevé par microméthode, il y a plein d'accessoires pour le faire, mais il faut avoir l'équipement pour et dans un service néonat, Je pense que c'est plus une question d'habitude parce que les équipements c'est les microtubes et il faut un technicien formé et puis par la suite il faut prendre en compte ce que j'ai dit, l'hémoconcentration, que les valeurs ne sont pas les mêmes. Il y a une petite hémoconcentration quand on fait le prélèvement. Il y a une technique pour prélever et il faut des techniciens formés à ça. Parce que c'est... Alors, ouais. Dans le temps, on avait Abslem et Nourdin. Quand on avait besoin de... J'ai besoin d'un climchou qui prélève au talent. Et on faisait beaucoup de... Maintenant, c'est ce que je vous dis. C'est une question de ce que les biologistes, et encore une fois, ça montre bien que nous ne discutons pas assez. On ne discute pas assez entre cliniciens et biologistes. Je pense que pour les biologistes, si un jour il y a une demande, ils peuvent le faire. Ils peuvent s'adapter à le faire, aussi bien dans le public que dans le privé. C'est de l'intérêt du patient. Là, je fais des anémies par spoliation sanguine. Il y a trop jeune, l'anémie iatrogène, pas beau lâcher.
Donc, il a déjà ou les cliniciens ou les biologistes ou qui sont radiateurs, comment on va faire, les prélèvements qu'on va faire et comment le faire, je suis sûr que ça peut se faire, sans problème. C'est Harry, je profite de votre présence pour vous demander les nourrissons hospitalisés pour une longue durée, ils ne font pas de thrombose. Pourquoi? On a des enfants qui sont hospitalisés pour 3-4 mois et ils ne font pas de thrombose. Est-ce que vous pouvez me donner une explication? C'est pas comme les adultes. La thrombose, c'est l'alitement. Ils sont alités pour longtemps, ils ne font pas. C'est quoi l'explication? On ne leur donne pas de violence, on ne leur donne rien. Non, les restaurants, non. Mais là, en réanimation, ils sont en réa. Il y a des enfants qui sont hospitalisés en réa, un mois, 2 mois. D'abord, les nouveau-nés sont plutôt à risque thrombogène. Ils font plus de thrombose que la population générale. Ils ont un risque, ils ont même des facteurs prothrombotiques. Mais ça, c'est un âge particulier de... Maintenant, les enfants, ils sont moins de risque de thrombose parce que la thrombose, c'est multifactoriel. Un sujet adulte, c'est l'obésité, c'est la sédentarité. C'est beaucoup de facteurs. L'hypercholestérolémie, d'autres facteurs qui rentrent dans la thrombose. C'est pas uniquement le fait qu'il soit alité. C'est le fait aussi qu'il y ait d'autres facteurs de risque. En fait, le ratio dépend de plusieurs facteurs. Pour prescrire un traitement thromboembolique ou pas, ça dépend des facteurs de risque. Et chaque facteur de risque a un Nutz ratio. Et quand il est supérieur en général à 10, il y a une indication à prescrire un traitement pour éviter les thromboses. L'alitement lui-même, son Nutz ratio est de 0,3. Donc c'est quand on fait la somatisation de plusieurs facteurs de risque, notamment chez l'adulte, comme l'obésité, l'hypercholestérolémie, le stress, l'HTA, etc., l'antécédent familial de thrombose, etc., à ce moment-là, le ratio va augmenter. Et il y a, à partir de 10 normalement, il y a une prescription de traitement thromboembolique. Sujet très intéressant. Il a été attiré par le professeur Harif, pas mal sa méthodologie et son savoir-faire, pédagogique surtout. Et je le remercie parce qu'il a fait le trajet de Tanger jusqu'à Judida à Fidil. Et le matin, il est... C'est donc, tout frais. Oui. Merci beaucoup. Et frais.